Je suis clairement parti avec l'American Dream en tête. À la base, Bivouac, c'était un logiciel pour t'aider à trouver les bonnes datas pour choisir ton investissement. Un business, c'est fait pour gagner de l'argent. On gagne pas de l'argent à la fin de l'année, c'est qu'il y a un problème. Depuis des mois, on le dit, la situation est compliquée. Comment est-ce que vous nous le décririez ? Le marché il est un petit peu bloqué, effectivement. On a d'un côté, bien sûr, ces taux de crédit qui ont... Investir dans l'immobilier, c'est au-delà de préparer sa retraite, épargner, faire travailler son argent, transmettre à ses enfants, etc. On s'est rendu compte qu'en fait, à 1h30, 2h de Paris, tu arrives à attirer des gens pour des mariages, des séminaires et que ça peut être très rentable. Je pense que c'est très important de bien choisir l'endroit, l'accès, etc. Ici, on pourrait bien entendu faire 1 million d'euros de travaux comme ce qui est prévu à peu près. Est-ce que tu as des grands rêves que tu aimerais encore réaliser ? Hello les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Je me trouve actuellement dans le domaine de Fontenay, près de Sablé-sur-Sarthe. Je viens d'avoir un échange passionnant avec Martin Ménez. Il a réalisé un de ses grands rêves qui était d'acheter un château, de le rénover au bord de la nature avec plus de 2000 investisseurs. Restez bien jusqu'à la fin de cet épisode, on va en apprendre un peu plus sur la jeunesse du projet, les chiffres, comment il a réalisé ça, etc. Un grand merci à mon partenaire Clower qui sponsorise cette vidéo. Clower, c'est la solution idéale pour simplifier votre compta et fiscalité immobilière, peu importe votre régime fiscal, avec une expérience simple et intuitive. Vous avez un code promo pour essayer, le lien est dans la description. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et surtout dans ce décor très bucolique, très vert, magnifique sous le soleil. Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir Martin Ménez. Il a fondé une plateforme d'investissement immobilier qui s'appelle Bivouac. On l'a mentionné récemment dans un épisode notamment avec Thierry Vignal de Mastéos. Vous pouvez voir la vidéo dans le lien ici. Et en gros, il va nous parler de son parcours, de comment il en est arrivé à monter cette plateforme et surtout ce beau projet où on est aujourd'hui dans le château, le domaine de Fontenay à Sablé-sur-Sarthe. Et voilà, surtout comme vous le savez, le but de cette chaîne, les grands rêves qui l'animent au quotidien. Donc voilà, c'est parti, restez bien jusqu'au bout. Enchanté Martin, merci beaucoup pour ton temps. J'espère que je ne me suis pas trompé dans l'introduction. Non, je crois que tu as tout bon sur toute la ligne. Ravi également Adrien de te recevoir ici, surtout au domaine de Fontenay, à Fontenay-sur-Vègue, juste à côté de Sablé. Parce que je crois que tu es le tout premier podcasteur peut-être de France à faire un podcast dans un château, et je te confirme, premier podcast enregistré sur le domaine. Top, surtout que moi je suis vraiment très content de faire ça dans ce cadre. À la base, quand j'avais commencé ce podcast, avant ça c'était une chaîne YouTube où j'aimais explorer des lieux un peu atypiques comme des villages de schiste au Portugal. Et je suis à beaucoup la nature, la verdure, donc là c'est on un est en plein dedans, là on est en train d'enregistrer dans les herbes folles sous le soleil. C'est une première, je sais pas pour toi, mais moi pareil, donc parfait. Et d'ailleurs c'est la première fois que tu portes cette jolie casquette aventurier de la vie. Je t'ai proposé avant, je t'ai pas obligé à la mettre, de la porter. Je suis content que tu la portes. Ça a encore plus de circonstances sous le soleil là, de Sarthe pour se protéger des rayons, sinon je te verrais pas, donc j'ai accepté avec grand plaisir. Parfait. Donc du coup, est-ce que tu pourrais déjà pour ceux qui regardent l'épisode te présenter déjà de manière assez succincte, et après on va essayer de creuser un peu plus en détail, de manière chronologique ou pas forcément, on verra. Écoute, c'est toi qui me guide, mais volontiers, pas un exercice toujours facile de jeter comme ça, de jeter dans les grandes présentations. Écoute, moi c'est Martin, j'ai 30 ans. Je suis lyonnais d'origine. Mes parents viennent de Bretagne et de Normandie, mais j'ai grandi à Lyon, d'où je vais dire ma première passion qui est la montagne. Je me considère comme un montagnard parce que je passe près de 40 jours par an sur les skis et pas mal de temps aussi en montagne l'été. Et puis à côté de ça, j'ai découvert un peu plus tard une autre passion qui est l'immobilier, ce qui m'a conduit à monter ma première entreprise, Bivouac, qui est mon occupation principale. Donc chez Bivouac, comme tu l'as résumé tout à l'heure, on est spécialiste de l'investissement locatif clé en main. On accompagne des particuliers dans leurs projets d'investissement dans une dizaine de villes en France. Et puis, à côté de ça, moi j'ai toujours aimé me lancer dans des projets et faire des trucs qui me font kiffer. Et un truc qui m'a fait rêver depuis très longtemps, c'est qui n'a pas rêvé de la vie de château. Donc depuis l'année dernière, avec Jérémy Nabet, on s'est lancé dans l'acquisition de ce domaine à Fontenay-sur-Vègue, donc dans la Sarthe.
où on enregistre aujourd'hui et un domaine dont on va ouvrir les portes bientôt pour y accueillir plusieurs activités, notamment du mariage, du séminaire, des bootcamps avec des influenceurs, des gens qui ont des communautés à rassembler, et puis aussi peut-être un lieu pour s'exprimer, des représentations artistiques, un lieu de création. On a très hâte de faire vivre tout ça ici, quoi. Trop bien. D'ailleurs, ce château qui correspond vraiment un peu à tout ce que j'aime à titre personnel, mais qui est un peu la mission de ce podcast, qui est de, comme tu l'as dit, de faire vivre plein d'expériences, un vrai lieu de vie communautaire, etc. Et donc d'ailleurs, je suis content de faire cette visite un peu en avant-première. Alors, tu n'as pas encore visité les 1000 mètres carrés, ça va prendre un peu de temps, mais on a tout l'après-midi après pour aller se perdre dans les étages. Ouais, exactement. Et donc du coup, t'as fait une école de commerce, une école d'ingénieur, ou je sais pas si t'as fait quoi comme étude? J'ai fait les deux. Quand j'étais à l'ESTP, du coup, après prépa, je suis déjà un peu tiqué par la pierre, la construction. J'ai choisi de rejoindre l'ESTP. Et à ce moment-là, tout le monde me disait putain, super, t'as fait l'ESCP, super école de commerce. Dans le sud de Paris, en plus. Voilà. Que j'ai fini par rejoindre du coup. Après être passé par la case MIT aux États-Unis, je suis revenu en France et j'ai été aussi diplômé de l'ESCP du coup en master entrepreneuriat. Donc maintenant, ça y est, je peux enfin dire quand tu te trompes sur la troisième lettre, que ce soit un T, un C, j'ai fait les deux, quoi. Ok, top, ouais, ça passe dans les deux cas. Et donc tu disais, tu as monté cette plateforme Bivouac tout de suite à la fin de tes études de l'ESCP du coup, ou tu as fait d'autres expériences avant? Comment c'est venu un peu cette envie d'entreprendre, voilà. C'est une bonne question. Moi, j'ai pas, je pense que j'étais pas du tout prédestiné à monter une boîte. C'était pas une idée que j'avais depuis 20 ans et une envie particulière parce que j'avais pas de modèle en fait. Je pense que dans mon entourage proche, il y a peu d'amis des parents, tu vois, qui avaient monté leur propre boîte. J'ai été peu confronté à des histoires d'entrepreneurs. Et j'ai découvert un peu plus tard, donc en école. À l'ESTP, justement, j'ai pu faire virer un projet de construction métallique, tu vois, un truc qui me passionnait un peu moins sur le moment, pour monter mon premier business plan. Et j'ai choisi ce secteur de la transaction immobilière. Tu vois, la première problématique, c'était voilà, comment on fait pour permettre aux gens d'acheter à distance. Et c'est un peu ce qu'on a fait avec Bivouac derrière. Mais on s'est vraiment centré sur l'investissement locatif et pas uniquement la transaction immobilière dans toute sa largeur, quoi, avec l'achat aussi d'une résidence principale. Mais je pense que ça a démarré à ce moment-là et à la fin de mes études, même aux États-Unis déjà, je crois que le choc, ça a été de réaliser qu'il y avait des gens autour de moi qui vivaient vraiment de leur passion, qui faisaient un métier qui les passionnait. Et là, ça a été une révélation. Je me suis dit, je ne peux pas faire autre chose en fait que monter ce projet qui m'anime, qui me faisait me réveiller la nuit, qui me vraiment donnait terriblement envie de me jeter corps et âme là-dedans. Et du coup, à ce moment-là, ouais, à la fin de mes études, j'ai préféré monter ma boîte. Je me disais que j'avais pas grand-chose à perdre, qu'aller chercher un CDI. Et donc à ce jour, je n'ai jamais été employé. J'ai toujours été mon propre patron depuis la fin de mes études, quoi. Ah ouais, dès le début. Et donc du coup, tu disais, tu as fait un stage ou un échange aux États-Unis? Parce que ouais, il y a plusieurs personnes que j'ai eues dans ce podcast qui ont eu un peu un déclic américain, on va dire, sous le modèle anglo-saxon pour entreprendre. C'est marrant. Tu y es passé toi aussi ou non? Moi, j'ai fait 2 stages aux États-Unis, ouais, à Philadelphie et à Miami, enfin Fort Lauderdale. Ok. Et c'est vrai que oui, c'est un modèle différemment. Moi, c'était peut-être des stages un peu courts, donc je sais pas si ça m'a forcément donné envie d'entreprendre, mais c'est vrai que même depuis la France, on est inspiré par le modèle l'American Dream, et on voit que ça entreprend beaucoup là-bas. The American Dream, ouais, moi je suis clairement parti avec l'American Dream en tête. Je m'étais dit, salut les potes, vous me reverrez pas, je pars faire ma vie là-bas. Bon, je suis revenu un an plus tard. Pourtant je connaissais déjà, j'avais déjà fait 2 stages là-bas, déjà des summer camps. Mes parents se sont rencontrés au Canada, donc ils ont aussi encore des attaches en Amérique du Nord. On a eu la chance d'y aller pas mal quand on était plus jeune. Mais oui, j'ai fait un master of engineering
du coup à Boston, au MIT. Quelques cours à Harvard aussi. Et à cette occasion-là, je pense que j'ai vraiment aussi découvert l'entrepreneuriat à l'américaine, quoi. C'est là-bas, à la fin de chaque cours, t'as un prof qui vient te voir et qui te dit putain, c'est super, est-ce que tu veux pas monter une boîte là-dessus? Tu franchis le couloir d'à côté et t'as un startup studio où on te donne 90 jours, $90 000 et tu peux lancer ton projet avec. C'est des moyens qui sont... j'ai pas vu les mêmes, bien sûr, ici en France. Et au-delà de ça, ouais, il y a un vrai mindset projet de création d'entreprise. T'as l'impression qu'ils ont ça depuis qu'ils sont nés, quoi. C'est assez. Moi, ça m'avait vraiment marqué. Et ça m'avait confirmé que c'était possible. Ça donnait envie, en tout cas, de se lancer dedans. Et c'est ce que je voulais faire. Mais malheureusement, du coup, ou heureusement, parce que finalement, il y a aussi plein d'avantages à vivre aux US, mais aussi, j'ai trouvé pas mal d'inconvénients. J'avais pas de visa, donc pas possibilité de rester, pas possibilité de monter une boîte là-bas. Donc retour à la case départ, retour à Paris pour monter ma première entreprise qui était Bivouac, quoi. Et donc tu l'as monté... Ah oui, il y a eu les États-Unis entre la fin de ton diplôme et le début de Bivouac, ou c'était direct à la fin de tes études? Ouais, moi en fait, à la fin au lieu de faire la 3e année de STP de résistance des matériaux et construction métallique, je suis parti aux US faire une année d'échange à Boston. Et donc au bout d'un an là-bas, je me dis ouais, là j'ai envie de monter ma boîte, c'est sûr. Je postule pas ailleurs. À vrai dire, c'est pendant mes vacances, j'étais parti voyager en Amérique du Sud. Et je pense que le 28 août, donc à toute fin de mes vacances, je devais rentrer 2 semaines plus tard en France. Je crois que c'est ma mère qui m'appelle, qui me dit mais en fait, tu vas monter une boîte là, mais tu connais personne. Personne t'attend à Paris. Personne n'a déjà fait ça autour de toi. Comment tu vas faire, quoi? Je pense qu'elle était plus stressée que moi et réalisait peut-être un peu plus les galères que c'est. Et finalement, peut-être le seul bon conseil qu'on peut donner à n'importe qui se lance, c'est de s'entourer, quoi. Et du coup, je me rappelle très bien, c'était le 28 août, j'étais dans un cybercafé à Bogota à postuler le dernier jour des candidatures pour le master spécialisé en innover entreprendre de l'ESCP, qui est une forme d'incubateur. T'arrives, t'as un projet, on te challenge pendant 6 à 8 mois et tu ressors avec plus qu'un BP, quoi. T'as testé, éprouvé ton modèle, t'es censé, si t'as fait les choses à fond, avoir tes premiers clients, ton site internet est fait. Et voilà, je suis reparti de l'ESCP avec le projet Bivouac et un associé entre-temps qui est en l'occurrence Pierre-Antoine Meunier, qui est mon meilleur pote d'enfance que j'ai embarqué là-dedans. Ah ok, trop bien, trop bien. Et est-ce que tu dirais que c'était justement... quand tu étais à Bogota, le fait de voyager, d'être dans une autre culture, etc., d'être parti un peu entre guillemets à l'aventure, pour reprendre le nom de ce podcast, qui t'a donné envie justement en rentrant en France d'entreprendre, ou rien à voir? Enfin, si tu n'avais pas eu ce petit voyage rapide ouvert les yeux. Bogota, j'ai surtout bu quelques mojitos et randonné. Ah, ça aide aussi. Je sais pas si c'est à ce moment-là que j'ai été le plus productif sur le business plan. Mais ouais, je pense que d'avoir voyagé, d'avoir rencontré finalement d'autres cultures, d'autres modèles de société, d'autres modèles d'entreprise, d'autres mindsets aussi, tu vois. J'ai vraiment vu, moi, un avant, un après les États-Unis, plus. Quand tu as vraiment vécu un an immergé dans une autre culture, tu apprends tellement de choses, en fait. Je trouve que déjà, ça te force à aller vers les gens. Tu connais personne. Moi, je suis arrivé, j'avais aucun pote qui m'avait suivi. Il y avait peut-être 2 Français dans toute la promo. Et je me suis dit, putain, il faut quand même que tu te ressortes en sachant parler anglais. Donc, va pas trop te faire pote uniquement avec eux, tu vois. Et donc, ça t'apprend énormément de choses, ouais. Et aussi, je me suis dit, à cette occasion-là, putain, il n'y a pas que la grande entreprise du CAC 40, Nexity, Vinci, Bouygues, pour moi qui venais du milieu de la construction, et il y a peut-être autre chose, quoi. Et ça, je pense qu'évidemment, voyager, aller découvrir d'autres cultures, ça aide à ouvrir les yeux, quoi.
Ok, ouais, hyper intéressant. Et donc du coup, ta maman qui était inquiète, qui t'a dit comment tu vas faire, etc. Parce que tu n'avais pas zéro connaissance ou contact dans l'univers de l'entrepreneuriat, on va dire. Comment tu t'y es pris concrètement Bon, le fait d'avoir fait le SCP en entrepreneuriat, ça a pas mal aidé, mais une fois que tu as quitté le SCP, comment on va dire, tu as commencé par quoi si tu arrives de manière rétro en arrière, quand tu regardes en arrière, quels ont été vraiment les moments clés où tu as vu que ça commençait à se développer? Je dirais que ce qui compte et ce qui a compté vraiment à l'époque, c'était déjà de faire, quoi. Tu vois, et c'est en ça que j'ai bien aimé, moi, l'apprentissage de l'ESCP. Je dis pas qu'il y a besoin absolument de faire l'ESCP et ce master en innover entreprendre pour monter une boîte, loin de là. Tout le monde peut monter une boîte, ça c'est une certitude et ça s'apprend. Par contre, ça s'apprend de monter une boîte, je pense. Et on peut l'apprendre par soi-même, comme n'importe quelle compétence, ou on peut aussi se faire accompagner. Le SCP est un des moyens, mais il y en a plein d'autres en fait. Bon, moi c'était en 2016, et entre-temps on a énormément de chance, c'est qu'il y a tellement de contenu, comme ton podcast aussi, qui donne, je pense, plein de clés pour monter des projets, se lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'était peut-être un peu moins vrai à l'époque, mais aujourd'hui il n'y a plus d'excuses, quoi. Il y a tellement de choses dont on peut s'inspirer, on peut aller se former soi-même en ligne, ou alors s'entourer, d'aller dans des incubateurs, des structures qui sont dédiées à ça. Et je pense que c'est le bon mélange entre vraiment se lancer, faire les choses et se faire accompagner, donc s'entourer de gens qui l'ont déjà fait ou qui sont en train de le faire en même temps que soi, qui permet ensuite de trouver le chemin. Et moi j'ai vraiment senti que ça se développait. Je dirais qu'à l'ESCP on a, je pense, compris le besoin. Et une fois qu'on a pris nos premiers bureaux, je me rappelle très bien, on était dans les bureaux du père d'un copain à Charenton-le-Pont, où c'était marrant parce que nous on était tellement pris par notre truc, tu vois, qu'on était les premiers arrivés et derniers partis, on fermait le bureau. À un moment donné, je pense que les gens ont dû se demander si on n'était pas les nouveaux gardiens. On n'avait peut-être pas trop la tête de l'emploi, mais on était un peu genoux, mais on était vraiment les premiers arrivés, les derniers partis tous les jours. Et c'est à ce moment-là qu'on on a mis les mains dans le cambouis. Là, il n'y a plus de cours, il n'y a plus de même si on s'était fait bien guider avant. Là, en fait, tu es au contact du client tous les jours. Tu essayes avec eux de bien comprendre leurs besoins, affiner ton produit. À la base, Bivouac, c'était un logiciel pour t'aider à trouver les bonnes datas pour choisir ton investissement. Et finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment ça qui répondait à leurs besoins. Ils avaient peut-être plus besoin d'un service d'accompagnement, quelqu'un, même une équipe, des professionnels, qui t'accompagnent dans toutes les étapes de la définition de ta stratégie jusqu'à ce qu'on te mette en location ton appart. Et ça, on n'aurait pas pu le faire si on était juste resté sur les bancs de l'école à l'ESCP ou entouré de coachs, de professeurs. C'est vraiment en étant en contact des clients tous les jours, en allant leur pitcher notre solution, en faisant les rendez-vous avec eux, en essayant de comprendre leurs besoins, en essayant de leur vendre notre solution, qu'on a compris qu'est-ce qu'il fallait qu'on développe pour eux, quoi. Et je dirais que quelques mois après le SCP, on a fait nos premières ventes et c'était parti, quoi. Ok, et c'est vraiment les coachs qui t'ont forcé à comprendre le besoin client et essayer de te confronter à eux, à parler avec eux, etc. Pour vraiment comprendre justement que vous allez dans la mauvaise voie avec le logiciel Ouais, je pense que c'est pour ça que je dis que l'entrepreneuriat, ça s'apprend. Enfin, c'est bullshit. Tous ceux qui vont raconter que un Steve Jobs, il est né avec ce gène-là dans son ADN, j'y crois pas une seconde, en fait. C'est vrai que certains naissent avec peut-être des aptitudes. On a tous nos qualités, nos défauts, quoi. Il y en a qui sont super commerciaux, d'autres super, on va dire, techniciens et capables de structurer des trucs de malade. Mais me monter un projet, développer un produit, trouver son marché, tout ça, en fait, ça se fait, c'est une itération, quoi. Et ça se fait, ça se fait au contact, encore une fois, des clients. Mais je dois dire que on a appris, avec l'encadrement qu'on a reçu, notamment à l'ESCP et les gens dont on s'est entouré après, je pense qu'on a appris les bons réflexes, en fait. Appris à... C'est con, mais c'est une recette, quoi. Tu dis, d'abord, quel est mon besoin ?
je vois encore trop de gens monter des projets, développer une plateforme, tu vois, réfléchir à quelle couleur je mets sur mon site internet, mais il n'y a pas eu avant l'identification clairement de quel est le besoin auquel tu réponds, quoi. Et ça, c'est peut-être, enfin, c'est quelque chose, voilà, qu'il faut pas passer à côté de ça. Et je pense qu'il faut mettre toute son énergie, surtout au début de son projet, là-dedans, pour vraiment bien valider les hypothèses que tu fais. Parce que c'est facile, tu fais un BP, tu sors ton Excel. Moi, je te fais un BP sur n'importe quoi. Avec des hypothèses. Voilà, avec plein d'hypothèses, un beau truc qui tourne. Tu prends une demi-journée, t'en as un, tu vois. Mais c'est plus dur et ça demande un peu plus d'énergie et d'efforts différents pour aller vraiment comprendre quel est le vrai besoin auquel tu réponds et comment tu ajustes ton offre pour vraiment séduire ton client et valider qu'il y a un vrai marché, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que tu dis que l'entrepreneuriat ça s'apprend et aussi qu'il faut bien s'entourer, etc. Dans le dernier podcast hyper intéressant avec Adrien Toiti, un peu le protégé de Xavier Niel, il disait exactement la même chose, que pour lui Xavier Niel c'était un mentor et que voilà, ça a été déclencheur dans sa réussite. Mais par contre il disait aussi que pour lui soit tu peux être un bon, faut pas que je caricature trop, mais un bon entrepreneur, enfin ça s'invente pas d'être un bon entrepreneur, tout le monde n'est pas fait pour être un bon entrepreneur et qu'il y a beaucoup de mauvais entrepreneurs qui peut-être resteront tout le temps mauvais entrepreneurs, donc du coup ça a créé un petit paradoxe. Est-ce que toi tu penses que tout le monde peut être un bon entrepreneur en apprenant justement? Je pense que Adrien, je vais volontairement faire un peu la polémique avec toi. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi, Adrien, mais parce que je pense que sincèrement que tu vois, entreprendre ça s'apprend. Enfin, moi de base, je suis un introverti, hyper timide. Je te dis, quand je pense que j'étais pas destiné à entreprendre, jamais j'imaginais, tu vois, prendre la parole devant 50, 100, 500 personnes. Aller à la télé, enfin des trucs comme ça, j'ai jamais imaginé faire ça et il y a 10 ans de ça me terrorisait, quoi. En école, ça y est, je commençais un peu à me dévergonder entre guillemets, mais au lycée, à la moindre prise de parole au public, j'étais tétanisé, quoi. Et donc je pense que je suis là où je suis pas d'accord, c'est que finalement on peut tout le monde, je pense, a la possibilité de tracer son chemin et de devenir, tu vois, entrepreneur. Ça demande des efforts et du travail, quoi, que peut-être tout le monde n'est pas prêt à concéder. Et ça, c'est la première chose. Donc, en ce sens, je suis peut-être d'accord avec Adrien dans mon désaccord, c'est de dire il y a un moment où il faut être lucide aussi, tu vois. Et si tu veux être entrepreneur, si tu veux, ça demande des skills qui demandent de s'acquérir, ça demande du coup de le faire, ça demande de s'entraîner et de travailler dur pour s'améliorer. Et il y a peut-être aussi un truc, c'est que ça, je sais pas, tu vois, j'ai posé la question, mais je n'ai pas la réponse. Est-ce que tu peux tout acquérir à 50 ans, à 40 ans ou à 60, tu vois? Quelque part, moi, je pense que je suis là aujourd'hui parce que c'est un apprentissage en fait qui n'a pas démarré il y a 7 ans quand j'ai lancé ma boîte. C'est à démarrer même avant, en école. Je suis un peu sorti de ma zone de confort. J'avais du coup repris une asso étudiante et commencé déjà à manager une équipe, découvrir qu'en fait j'aimais ça, même si j'étais déjà à l'époque terrorisé de prendre la parole, tu vois, devant les gens. Petit à petit, en me forçant dans ces occasions-là, en fait, j'ai énormément appris et je pense que ça me sert aujourd'hui énormément. Et si j'avais peut-être pas fait ça, je serais peut-être pas là, quoi. Ouais, en te forçant à sortir de ta zone de confort. Et vous avez fait, parce que j'ai eu pas mal d'entrepreneurs, mais beaucoup qui ont levé des fonds auprès de business angel, de VC, etc., d'investisseurs. Vous, si je me trompe pas, je crois que vous avez du coup pas levé de fonds, notamment par rapport à votre concurrent que j'ai eu en podcast, que je disais tout à l'heure. Est-ce que, pourquoi vous avez fait le choix de ne pas lever des fonds? Est-ce que pour votre business model, tu penses que c'est pas forcément nécessaire, ou c'est juste tu préférais prendre ton temps voilà. Peut-être qu'on a été moins convaincants que d'autres. T'as essayé du coup? Vous avez essayé de... Non, on n'a jamais essayé. Oui. On n'a jamais essayé. On est venu nous voir parfois
Et on a discuté avec quelques VC au démarrage de l'aventure ou quelques années après, quand le marché a commencé un peu à se structurer, à s'agiter un peu avec des nouveaux entrants qui, eux, avaient effectivement levé beaucoup d'argent. On pense à Mastéos, à Beanstalk, etc. À ce moment-là, j'avais un VC par semaine qui venait me contacter. Ah oui, ok. Mais non, on n'a pas levé de fonds pour, je pense, plusieurs raisons. La première raison, c'est déjà que notre business le permettait. Je pense que, tu vois, on n'avait pas un besoin de recherche et développement de 5 ans de travail avec recruter 40 ingénieurs pour pouvoir mettre un produit sur le marché. On est un service. Tu vois, même si aujourd'hui on a développé beaucoup d'outils technologiques qui nous aident dans notre métier, à la base, on a juste pris un Squarespace, donc c'est un logiciel qui permet de faire un site internet 24 € par mois et tu fais ça un site en 4 jours, une adresse mail Google et c'était parti quoi. Et on avait un formulaire de contact et notre téléphone et on avait notre business qui a démarré comme ça, tu vois. Donc ça c'est la première chose. Je pense que il y a différents business models, il y a différents types de produits, de services, et nous aujourd'hui on avait la chance de ne pas la chance et la malchance, parce qu'il y a aussi moins de barrières à l'entrée du coup. La deuxième raison, je pense que c'est aussi peut-être je salue Pierre-Antoine, mon associé, qui se reconnaîtra aussi là-dedans, mais notre mentalité peut-être de bons paysans de base. Je pense qu'à l'époque on n'avait pas compris les économiques, quoi, de lever tant d'argent. À quel moment, enfin, ça nous paraît. Il n'y avait pas encore d'exemple, peut-être, tu vois, d'exit. En fait, si, il y en avait eu plein, mais nous, on n'était pas familiers, quoi. Nous, on a monté une boîte qu'on avait vraiment envie de faire un métier qui nous passionnait, que le secteur nous passionnait, que mon associé, lui, avait acheté des garages avec des prêts étudiants, donc il était déjà investisseur et on sentait toutes les questions des gens autour de nous qui nous demandaient comment il a fait. Comment on fait pour lancer son projet, financer, etc., faire les travaux. Et on dit il y a un vrai besoin à répondre, mais on n'a pas pensé monter une boîte dans l'espoir de un jour que ce soit une licorne, etc. C'était pas notre modèle. Et ouais, pour nous, monter un business, c'était voilà, il faut que ce soit rentable à la fin, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'était un peu le raisonnement bon paysan, quoi. Se dire frugal, un peu plus terre à terre. Un business, c'est fait pour gagner de l'argent. Si ça ne gagne pas de l'argent à la fin de l'année, c'est qu'il y a un problème. Et bien sûr, aujourd'hui, qu'on a un peu plus de maturité, il y a d'autres modèles que le modèle bootstrap ou sans lever de fonds. Et je pense que la troisième raison qui nous a, même quand on a eu l'opportunité de le faire, nous a dit finalement nous a fait ne pas lever de fonds, c'était plutôt que on est sur un secteur, l'immobilier, où c'est quand même c'est pour ça qu'on existe, c'est une vraie galère, quoi. Acheter un appart, c'est plein d'emmerdes. Dès qu'on fait des travaux, on sait jamais exactement ce qu'on va trouver. Faire chasser dans des villes, c'est pareil, ça demande du temps avant d'être bien implanté, d'avoir les bons apporteurs d'affaires, les bons réseaux pour trouver les bonnes opportunités. Donc on n'a pas un business qui, je dirais, est scalable comme peut l'être d'autres business models de SaaS, donc des logiciels, des plateformes web qui sont des offres qu'on peut acheter et répliquer à l'infini, quoi. Là, vous en verrez l'utilité. C'est quoi votre vision à long terme? Est-ce que vous avez envie de continuer faire croître doucement mais sûrement en mode toujours un peu service, etc. Vous voyez des nouveaux produits ou des innovations à développer? Est-ce que vous avez envie de continuer pareil, pleine propriété avec ton associé, ou plutôt tu verrais l'utilité de lever des fonds? Vous n'avez pas trop réfléchi, vous vous laissez porter? C'est des vraies questions. On regrette vraiment pas de ne pas avoir levé de fonds sur ce marché, sur ce produit-là, sur ce service-là. Surtout avec la crise qu'il y a eu, qui a été dure. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nous, on est toujours up and running et on est même en croissance l'année dernière et rentable. Et on en est fiers vu le contexte 2023 qui était pas évident. Je pense que d'être un peu plus terre à terre, ça nous a permis de faire. Enfin, on a fait des choix différents, quoi. On s'est un peu plus serré la ceinture. On a un peu moins pris de risques
financièrement, bien sûr, parce qu'avec moins des stratégies peut-être plus conservatrices au niveau marketing, etc. Donc plus pérennes sur le long terme. Maintenant, tu vois, c'est pas interdit que dans une prochaine aventure, je me dise j'ai envie de lever 10 millions day one, tu vois. Je pense encore une fois que ça dépend des marchés. Ça dépendra de ton. Ça dépend du business model. Mais pour Bivouac, on sait que l'aventure elle est pas finie, loin de là. Il y a encore plein de choses qui nous excitent. Et donc le futur, pour répondre à ta question, je pense qu'aujourd'hui on proposerait de lever de l'argent sur notre service. Là, on va dire en 2024, le contexte sera peut-être différent dans quelques années, mais aujourd'hui je refuserais. Je pense que j'ai pas besoin d'argent. On a nos clients, on avance, on continue un petit bout de chemin et je pense que c'est une connerie encore de lever de l'argent sur ce marché-là tout de suite. Maintenant, je pense qu'il y a énormément de choses à conquérir et ça peut passer, tu vois, par des partenariats. Concrètement, nous, quelque chose qui pourrait nous faire vraiment accélérer, c'est s'associer avec des gens qui ont déjà des clients, qui ont déjà je pense à, tu vois, des réseaux de CGP, peut-être des banques, qui ont déjà des bases clients établies, avec qui ils ont déjà noué une relation. Parce qu'on parle d'un produit, tu vois, c'est de l'immobilier, c'est un projet de vie, quoi. Ça nous arrive de temps en temps de rencontrer nos clients investisseurs. On est toujours sidérés, quoi. Nous, on achète des dizaines d'appartes tous les mois et eux, ils sont là en disant mais merci, ça fait 15 ans que j'attendais de trouver le temps, de trouver l'énergie, les clés pour me lancer et je suis trop content, quoi. Je vais pouvoir transmettre ça à ma fille. C'est un projet de vie, en fait. On vend pas une paire de chaussures sur Zalando, quoi. C'est un truc qui fait peut-être une fois, deux, voire zéro, en fait, dans ta vie. C'est un luxe, tu vois, que certains Français ont la chance de pouvoir considérer. Et ça fait peur, quoi. Et donc, du coup, je pense que pour vraiment accélérer, à mon sens, ça serait de s'associer avec des acteurs qui ont un portefeuille client déjà établi et déjà une confiance établie. Et à nous d'aller ensuite chercher les produits, les bonnes opportunités d'investissement, comment on sait le faire. Ouais, c'est intéressant. Mais d'ailleurs, moi, le nom de ce podcast, pourquoi Aventurier de la vie, c'est justement, et pas de l'immobilier, c'est parce que, comme tu le dis, pour investir dans l'immobilier et trouver le courage de se lancer, ça fait peur à beaucoup de monde. Bah, faut prendre des risques et faut réussir à s'élancer. Et c'est justement un peu il y a une partie développement personnel. Et les gens, quand ils trouvent pas, parce que je fais pas mal de coaching ou via mon livre, etc., pour essayer d'encourager les gens à le faire par eux-mêmes, leur donner les clés mais qu'ils le fassent par eux-mêmes, mais malgré ça ils n'ont pas forcément le temps des fois ou la motivation, et donc du coup le faire pour eux clé en main, ça peut les accompagner. Ouais, c'est là où on intervient et moi je pense que investir dans l'immobilier c'est au-delà de préparer sa retraite, épargner, faire travailler son argent, transmettre à ses enfants, etc. Ça peut être aussi un kiff énorme. On est bien placé pour le dire parce que nous on en fait tous les jours, on adore ça. Si on pouvait faire que ça, on ferait que ça. Maintenant, ouais, après il faut avoir le temps, l'énergie aussi et accepter que ça reste un projet. En plus, dans le propre de l'immobilier, j'ai un podcast même intitulé Immoral où on raconte les galères des projets IMO et faut être prêt à accepter que ça soit pas toujours un long fleuve tranquille. Tu peux nous faire un petit résumé, deux grosses galères que vous avez eues ou que des clients, enfin que on t'a raconté, même de petites anecdotes, une ou deux, allez. Et les solutions qu'est-ce que tu, parce que bon, tonnes, il y en a des tonnes à tous les échelons, quoi. C'est incroyable de voir que j'ai quelqu'un que j'ai interviewé sur le podcast qui me racontait que pour se dédire de son projet, il devait juste avoir une lettre de refus de crédit bancaire et rien que ça c'est une galère, quoi. Rien que ça, il faut faire il a fallu qu'il fasse 4 banques pour en avoir une. S'il l'avait pas, il payait le séquestre et donc les frais de pénalité parce qu'il n'avait pas obtenu de crédit par ailleurs. Mais même juste pour obtenir une lettre de refus de crédit bancaire, c'était la croix à la bannière, quoi. Ça paraît incroyable, en fait. Et ça, c'est rien face aux galères que peuvent être de gérer un énorme dégât des eaux dans ton appart. On a eu ça sur un appart qu'un de nos clients a acheté. Le voisin du dessus faisait des travaux et les entreprises sont arrivées
un vendredi soir. Elles ont démonté les radiateurs et je pense le samedi, l'entreprise de chauffage est venue et a mis le chauffage central en route. Et donc là, les radiateurs, chauffage central, toute l'eau a coulé dans l'appart. Il y avait, c'était la piscine, quoi. Je ne sais pas ceux qui ont regardé les 10 commandements, Michael Youn doivent se rappeler de cette scène où on installe les bâches à l'intérieur, mais là il n'y avait pas de bâche, quoi. Toute l'eau a coulé dans tous les étages en dessous, jusqu'à 6 étages en dessous. Il y a eu personne pendant plusieurs heures. C'était le samedi en fait. Ils n'étaient pas là. Les propriétaires de cet appartement du dessus n'étaient pas là. Et nous, l'appartement de notre client, forcément, toi, tu as tout fait bien. Tu t'achètes un truc, tu as tes travaux qui sont planifiés. Et même avant de pouvoir commencer à mettre un locataire, tu as déjà une galère, quoi. Et ça, malheureusement, c'est le propre des projets immobiliers. Tu peux déjà te merder, choisir la mauvaise fiscalité, faire plein d'erreurs qui sont évitables si tu te renseignes bien, mais où tu te fais accompagner. Mais même quand on se fait accompagner, voilà, il y a des trucs qui sont imprévisibles et parfois tu n'as même pas d'action là-dessus, quoi. C'est ton voisin et là ça fait chier, quoi. Mais bon, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est en proportion, ça reste en général, heureusement, assez minime par rapport à où les fois où ça se passe bien et aussi à la rentabilité potentielle que ça peut te... Ouais, je veux pas non plus apeurer non, mais c'est tout le monde Non, mais on continue d'en faire, hein, et on en ferait, ça tenait qu'à nous, on achèterait tout ce qu'on voit, tu vois, si on pouvait. Ouais. Mais oui, faut juste le réaliser. C'est clair que c'est plus contraignant, c'est plus d'emmerde, peut-être plus de charge mentale, même si tu te fais accompagner parfois, que de signer une assurance vie, un livret A ou n'importe quel pire papier aussi, une SCPI. Maintenant, il n'y a pas le même rendement et la même création de patrimoine associé. Et voilà, ça reste le seul produit d'investissement où tu peux aller voir une banque, t'empruntes de l'argent. Enfin, finalement, si on doit résumer l'investissement locatif en 3 mots, et pour moi, c'est juste en ça que c'est magique. C'est que tu vas voir une banque, c'est le seul produit où une banque te prête de l'argent et que tu mets un locataire dedans qui va rembourser cet argent qui ne t'appartient pas. Enfin, c'est juste hallucinant. En beaucoup plus niche, il y a aussi, ça reste de l'immobilier, mais il y a les panneaux photovoltaïques où là, c'est des contrats garantis par l'État avec EDF sur du long terme en général. Et pareil, la banque te prête les yeux fermés, mais c'est beaucoup plus niche que l'immobilier. Excellent, mais là-dessus, il y a aucune raison de ne pas y aller. Ouais. Et justement, là, on est du coup dans ce magnifique domaine de Fontenay. Des galères, à mon avis, il y en a peut-être déjà eu, et il y en aura potentiellement parce que c'est un énorme domaine qui fait, si je ne me trompe pas, 12 hectares. Est-ce que tu peux un peu nous rappeler, du coup, nous parler de la genèse de ce projet, d'où vient l'idée avec ton associé Jérémy, quelle est la vision derrière, etc. quoi. Un peu présenter ce projet. Ouais, quand on achète 12 hectares, on se dit pas que ça va être un long fleuve tranquille. Il faut se préparer à vivre quelques galères. Il faut faire des bains de Wim Hof juste avant pour avoir les idées claires. Non, on en a déjà vécu pas mal, hein. C'est un beau lot de galères, on y reviendra sûrement. Mais à la base, c'est Jérémy, du coup, sur le podcast Ça fait un bail, qui m'invite pour parler de bivouac. Et puis en off de l'épisode, on se rend compte que lui et moi, on a... Bon, déjà, ça matche bien, on a passé un super épisode, on s'est bien entendu, et puis on se parle de nos projets perso. Et lui était à 2 doigts d'acheter un corps de ferme en Bourgogne, et moi, un hôtel particulier à 10 km de là, donc quasiment dans la même zone. Moi, le projet d'en faire un hôtel, un boutique hôtel, et lui, une salle de réception de mariage. Et à ce moment-là, on se dit putain, c'est marrant, on est en train de quasiment faire des visites au même endroit. Tiens, là, si la prochaine fois je vois un truc qui t'intéresse, je te l'envoie, et puis pareillement, quoi. Et puis comme ça, on s'échange quelques annonces, on continue de discuter, on se revoit, on travaille quelque part tous les deux un peu dans l'immobilier à Paris, donc on se croise à quelques événements, etc. On se refait un épisode de podcast, et puis finalement, moi, il m'avait déjà entré dans la tête, j'avais pas acheté l'hôtel particulier, non, lui non plus, son corps de ferme, et un jour, je sais plus qui, je crois que c'est lui qui m'envoie une première annonce de château, et me dit putain, je vais visiter ce truc là, est-ce que ça te dit, on y va ensemble, quoi.
Et comme ça, nous voilà partis pour une première visite d'un domaine, je crois que c'était en Normandie. Très belle région. Très très belle région, ouais. Il y a des chemins ici. Où là, on commence à visiter des domaines pour... l'objectif, ça reste on n'a pas les moyens d'en acheter un comme ça avec notre poche. Donc, il faut qu'il y ait une activité rentable qui puisse se développer. Et celle qu'on a choisie, c'est le mariage, complémentaire avec le séminaire la semaine. Et voilà, nous voilà partis. On fait 18 visites avant de trouver ce domaine de Fontenay, donc le logis de Fontenay à Fontenay-sur-Vègre, là où on enregistre, qui est à 1h20 de Paris, 12 hectares, peut-être 6 bâtiments et beaucoup de travaux et beaucoup de galères à venir. Et c'est quoi un peu les chiffres? Comment vous avez réussi à le faire financer? Un petit peu plus de détails sur la vision. Enfin, du coup, tu as dit mariage, séminaire, mais les chiffres aussi, combien ça a coûté, la rentabilité. Ouais, déjà, le pourquoi et la vision, je pense que c'est qui n'a pas rêvé d'acheter un château, quoi? Qui n'a pas rêvé On a tous grandi avec des histoires de chevaliers, de châteaux. Peut-être qu'on espérait trouver notre princesse ici. On l'a trouvée ailleurs. Mais ouais, c'est un projet tellement excitant. Ça change du studio T2 immeuble qu'on a déjà fait à titre perso ou avec nos boîtes par ailleurs. Là, on s'est dit c'est un projet kiff, quoi. C'est un projet où on a envie de déjà partager cette aventure tous les deux et aussi d'embarquer d'autres gens autour de nous. C'est ce qu'on a fait avec. Plus tard, on a ouvert le capital de la société qui détient les murs avec 33 co-investisseurs qui nous ont rejoints et même un crowdfunding, on y reviendra aussi, où 2041 personnes ont participé au financement d'une première partie du projet. Et la vision, ouais, c'est d'en faire un lieu où quelque part on puisse aussi vivre ce qui nous fait vibrer, quoi. Recevoir les gens qu'on a envie de recevoir. T'es l'exemple aujourd'hui, c'est super chouette de pouvoir enregistrer ça ici aujourd'hui là. Demain, que ça soit un lieu où les gens viennent s'unir, le mariage, se réunir aussi, que ce soit en entreprise, pour se fédérer, augmenter la cohésion de groupe, même entre amis, quoi. Venir passer un week-end. Je pense que on s'est tous les deux dit, ouais, c'est une chance d'avoir demain ce lieu sur lequel on a la main, où on peut aussi en faire profiter, mais aussi en profiter peut-être un peu nous-mêmes pour créer des souvenirs de dingue avec des gens qu'on a envie de réunir ici, quoi. Et voilà, c'est parti de ça. Et puis un truc tellement excitant, quoi, de reprendre une bâtisse qui a 800 ans, chargée d'histoire, qu'on a envie aussi de rouvrir ses portes pour partager ce que nous on a eu la chance de découvrir en y mettant les pieds la première fois. Vous aviez vu rencontrer d'autres personnes qui avaient acheté des châteaux avant vous pour vous renseigner un peu sur potentielle étude de marché, potentielle galère, comment ça peut fonctionner, peut-être qu'il est possible aussi d'avoir des subventions de l'État, un peu tout pour vous faire une idée un peu plus précise avant même de vous lancer, quoi. Ouais, clairement, je pense que le projet il serait pas fait si on n'avait pas rencontré les bonnes personnes qui nous aussi montré la voie. On a rencontré effectivement, peut-être par nos métiers aussi, Jérémy, son podcast, des gens qui avaient déjà acheté des bâtisses comme celle-ci, plus ou moins ambitieuses, peut-être parfois plus petites. Ça, c'est qu'on se le dit qu'après avoir signé la promesse, l'acte de vente, que là, il y a un gros bébé qui nous attend à rénover. Mais et ouais, en fait, on s'est rendu compte que c'était possible, en fait, de rentabiliser un projet comme ça. Et ça nous a pas mal rassuré, pas mal conforté qu'il fallait qu'on creuse dans cette idée. Et donc ouais, on a croisé la route de quelques porteurs de projets, de gens qui ont acheté des bâtisses, qui les ont exploitées en mariage, en séminaire, et ça cartonne, quoi. Donc on s'est dit pourquoi pas nous, on va essayer de refaire la même chose. Et puis je sais plus c'était quoi la suite de ta question, mais ouais, c'était aussi d'un point de vue financement. Est-ce que parce que d'ailleurs, c'est quoi le budget global? Est-ce que vous avez pu avoir des subventions de la région, de l'État, du tourisme peut-être, mais c'est quoi le budget global de ce type de projet pour voir si les gens qui nous écoutent, ils ont envie d'en acheter un et de faire pareil? Et
Et aussi en termes de le business plan, j'imagine, il va évoluer, etc. C'est dur d'être précis, mais si tu compares la rentabilité par rapport à un T2 à Paris ou une colocation à Marseille, vu que vous devez en faire, j'imagine, avec Ouais. Bivouac. Ouais, rien à voir. Mais peut-être pas tant de différence finalement entre le prix d'achat d'un T3 à Paris, tu vois, et un château comme ci. Ah ouais. On est à 750 000 euros en prix d'achat. Juste l'achat Juste net l'achat. vendeur, on va dire. Voilà. Net vendeur, on est à 750 000. Donc, tu te dis pour 12 hectares, une rivière, une peupleraie, une forêt, un champ, des vergers, un gîte, un pigeonnier, une grange, une cave de 150 mètres carrés, une bâtisse qui a 800 ans. Enfin, c'est peut-être pas si cher. Maintenant, la réalité derrière ça, c'est qu'il y a des charges, évidemment, pour entretenir un lieu comme ça, le faire tourner, ça coûte énormément. Donc, c'est d'où l'obligation de lancer une activité rentable derrière. Et puis, on l'achète en l'état. Alors, si on l'a sélectionné, celui-là, c'est qu'il était pas totalement en ruine, contrairement à des trucs qu'on a aussi visités ou qui étaient magnifiques, mais où clairement il y avait 4 fois plus, si ce n'est 6 fois plus de travaux que le prix d'achat, quoi. Donc faire attention, facile d'aller sur le bon coin. Je les vois déjà en t'écoutant ton podcast, foncer sur le bon coin, il y en a des tonnes. Des châteaux, ça coûte pas cher. Tu peux en avoir à des 250 000 balles. T'as 4 hectares, une vieille bâtisse du 17e et voilà, t'es parti. Mais généralement, si elle est à ce prix-là, c'est que t'as parfois du mérule, on en a vu. Parfois, en fait, c'est hallucinant. On s'est rendu compte de ça quand on a fait des visites. La vitesse à laquelle ça se dégrade, quoi. Là, tu vois, ça fait. Déjà, la pelouse n'est là, pas bien tendue. ouais. Non, mais tu vois, juste là, c'est pas tendu. On a acheté il y a 4 mois. Maintenant, la personne qui vivait avant n'est plus. Ouais, la nature reprend ses droits, tu vois. Donc, en 25 ans, il y a des bâtisses qui étaient abandonnées, qui sont restées inhabitées pendant. Ouais. J'ai envie de dire, déjà 2 ans, tu vois vraiment Ouais. l'humidité intérieure qui se dépose, ça moisit, ça va très vite. Et nous, on a vu des trucs qui étaient magnifiques, mais 25 ans inhabités, tu peux rien en faire, quoi. C'est quoi les 2-3 points de vigilance vraiment quand vous avez fait votre étude de comparaison sur vos 18 châteaux qu'il faut regarder pour quelqu'un qui voudrait justement aller sur le bon coin et regarder et acheter un château? Déjà, le premier truc, je dirais, c'est le projet, quoi. Quel projet, quelle activité? Un projet comme ça, pour nous en tout cas, qui n'avons pas vendu nos boîtes déjà des milliards et pas les moyens, tu vois, de financer un truc comme ça autrement que de lancer une activité, c'est vraiment, ok, quelle est l'activité? Est-ce qu'il y a un marché? On en revient là, tu vois. Donc nous, bien sûr, on a fait un benchmark complet des domaines autour, comment est-ce qu'ils étaient positionnés, où est-ce qu'ils étaient situés. On s'est rendu compte qu'en fait, à 1h30, 2 heures de Paris, tu arrives à attirer des gens pour des mariages, des séminaires, et que ça peut être très rentable. Et là, on n'est pas non plus à côté de Paris, on a aussi Nantes, Angers, Le Mans, qui sont aussi quand même des villes, des grandes villes, quoi, qui peuvent drainer tout un public qui peut être intéressé pour venir faire des événements et voilà, tenir des réceptions ici. Ensuite, il faut que le lieu s'y prête, quoi. Il y a plein de très beaux lieux, mais c'est rare les lieux où il y a déjà une énorme salle où tu peux faire des réceptions, des lieux où, parce que quand tu fais des réceptions, tu vas être soumis aux normes PMR, aux normes des bâtiments qui reçoivent du public, ERP. Donc, nous, on a énormément de chance parce que là, tu as une grange que tu n'as pas encore visitée, mais qui est juste derrière toi, où tu as, tu vois, 170 mètres carrés, déjà couvert, il n'y a pas de fuite de toiture, on a juste à faire un sol, entre guillemets, mettre des verrières et c'est parti, quoi. Et c'est vraiment pas le cas de tous les bâtiments. Et parfois, dans le but toujours de les protéger, mais il suffit que le bâtiment soit inscrit ou classé au monument historique, et tu peux même pas facilement construire, tu vois, ou pas facilement aménager dans un rayon de 500 mètres de celui-là. Donc compliqué, tu peux pas te dire ouais, j'achète ce truc, c'est magnifique, puis je construis une énorme salle de réception à côté, ça marche pas, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce que le business model, l'activité s'y porte? Le deuxième point, c'est vraiment la localisation. Je pense que c'est très important de bien choisir l'endroit, l'accès, etc. Et le troisième, c'est les travaux, quoi. Ici, on pourrait bien entendu faire 1 million d'euros de travaux comme ce qui est prévu à peu près, mais on pourrait aussi en faire 15, quoi. Et il y a des lieux où malheureusement, si tu fais pas 3 millions d'euros de travaux, c'est pas 1, mais c'est 3, 5, t'as beau l'acheter 500 000 balles, en fait, il faut faire 3 millions d'euros de travaux pour avoir quelque chose qui tienne la route.
Et donc là, ça rend le projet beaucoup plus compliqué, voire impossible, quoi. Et dans les charges à l'année, qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte dans l'entretien Parce que déjà, il y a du staff qui va venir régulièrement, une fois par mois, pour entretenir un peu tout. Et ensuite, je sais pas, la chaudière, ou c'est quoi un peu, tu n'as peut-être pas les chiffres en tête, mais des charges à l'année, mais qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte? On a encore qu'un BP. On va voir la douloureuse à la fin de l'année, là. Ouais, le réaliser, quoi. Le réaliser, mais oui, on s'est entouré et on a creusé un petit peu toutes ces questions. Effectivement, voir modéliser les coûts. Ouais, tu as plein de charges. L'assurance, c'est un premier prix, ça coûte extrêmement cher. L'entretien, il faut préparer des réparations tout le temps, quoi. Il y a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui va venir remettre une tuile sur la toiture. L'entretien des communs, tu vois, les jardins, ça peut, soit tu prends une société externe, soit tu es un gardien, en fait. Nous, c'est le projet ici, c'est d'avoir quelqu'un qui soit à temps plein. Okay. On a déjà reçu quelques candidatures, mais on n'a pas encore arrêté de profil. On va choisir cette personne-là en fin d'année, là. S'il y a des gens qui veulent postuler dans le podcast, faut mettre les commentaires. Voilà, commentez. On entrera en contact, je pense, d'une manière ou d'une autre pour vous envoyer les formulaires de candidature. Mais je pense qu'il y aura une personne ici à temps plein, voire deux, qui vont être dédiés à l'entretien du lieu au quotidien. Ça coûte du coup un salaire minimum. Et puis après, c'est le chauffage, l'eau, tout ça s'additionne et ça va très très loin. Ici, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros d'assurance annuelle, plusieurs milliers d'euros et donc des dizaines de milliers d'euros de charges en tout, entre tout cumulé, l'eau, l'électricité, le gaz, tu vois, ça va très vite. Il faut aussi une personne à plein temps pour la gestion, pour trouver justement que ce soit les voyageurs, les touristes, les mariages, trouver les partenariats, la gestion locative ou de management, quoi. Exactement, donc ça c'est le deuxième type de personne qu'on va recruter cette année. C'est un ou une general manager qui va s'occuper vraiment d'animer le lieu, être en contact avec les potentiels mariés qui voudraient se projeter dans une réception ici, d'ailleurs qui sera disponible dès l'été 2025. Et puis également coordonner les prestataires pour un séminaire, des mariages aussi, pareil, coordonner tout ce petit monde et tenir les événements qui sont organisés ici. Ok, trop bien. Mais c'est marrant, du coup, déjà moi, pour la petite anecdote, pour ma plateforme Algae, pour démocratiser l'investissement immobilier, le premier projet que j'avais cherché à financer il y a plus de 2-3 ans, c'était le château de ETH, Okay. Parce que c'est Ethereum, ça fait penser à Ethereum. Excellent. Et j'avais regardé le projet avec quelqu'un qui travaillait chez Ethereum, justement dans la fondation Ethereum. Mais bon, c'était un budget beaucoup plus élevé, mais je trouvais que c'était marrant comme château. Et il y a de plus en plus, j'étais en Suisse la semaine dernière, il y a personnes qui lancent aussi un projet où ils veulent acheter plusieurs châteaux. Et il y avait ceux qui avaient commencé, que tu connais peut-être, la plateforme d'Artagnan, dans les châteaux. Et donc j'ai l'impression que c'est, je sais pas si c'est un effet de mode ou pas, ou c'est pourquoi il y a de plus en plus de projets ou de gens qui se lancent dans... C'est peut-être le post-Covid aussi, retour à la nature. Je pense, ouais. Moi, j'aime bien dire que on achète un château, on achète des pierres vieilles de 800 ans grâce aux réseaux sociaux, quoi. C'est aussi un peu ça. Je pense qu'il y a... Alors tu l'as dit, il y a peut-être une accélération dernièrement suite au Covid, avec des gens moi j'en ai vu, qui projettent un changement de vie, qui se disent en fait tiens, on va acheter un gîte et on va devenir je sais pas comment on dit, mais gardien de gîte, on va ouvrir notre propre... Un hôte, quoi. Hôte, exactement, tu vois. On quitte notre job à la Défense et on va ouvrir un gîte dans le Perche et on va vivre de ça. Je pense qu'il y en a eu pas mal de projets comme ça, enfin en tout cas autour de moi, entendu pas mal. Et puis du coup jusqu'à la case château peut-être, ça a peut-être popé dans la tête de certains. Comme nous. Et puis aussi je pense qu'en fait c'est rendu possible parce que comme sur ce projet-là, Domaine de Fontenay, on a avec un peu de communication, on a réussi à crowdfunder une partie du projet, comme ce que tu essaies de faire sur Aglaé, ta plateforme. C'était pas possible, ça n'existait pas, c'est des solutions qui n'existaient pas il y a 10 ans, quoi, ou il y a même 20 ans. Donc je pense que
maintenant, ouais, il y a des outils, des moyens qui nous permettent de se relancer dans des projets historiques comme ça, et c'est hyper chouette. D'ailleurs, ces 33 premiers investisseurs, vous y êtes pris comment pour les trouver et ça a pris combien de temps? Alors on a eu énormément de chance parce qu'on a pu se permettre de les sélectionner, parce qu'on avait plus de demandes que de... Ah ouais, vous vouliez les limiter à 33, enfin ou à un certain montant? On voulait me limiter à 550 000 euros, donc cette augmentation de capital. D'accord. Et il s'avère qu'on a pu sélectionner 33 personnes, on n'en voulait pas 150. C'est après une mécanique, une gestion compliquée. Et on trouvait important d'apporter au projet des gens qui ont peut-être tous, d'une certaine manière, un moyen de contribuer et mettre leur pierre à l'édifice. On a Xavier qui est ici présent, qui est aussi investisseur, ancien directeur travaux de chez Mastéos, qui aujourd'hui monte Edifice, une boîte contractant général, voilà, donc spécialiste de la rénovation, qui va nous aider à gérer la rénovation du château. On a des gens qui ont déjà justement rénové des bâtisses comme ça, qui ont rentré au capital, des gens qui sont spécialistes du mariage, du séminaire, qui ont des entreprises qui proposent des séminaires tout packagés à des entreprises. Donc on a en fait comme ça aussi réuni des compétences plutôt que des investisseurs. Et puis ensuite, le crowdfunding c'est un peu différent. Là, c'est une forme de... Toi, tu connais ça sur le bout des doigts. C'est un prêt obligataire où on est allé là chercher auprès de 2041 personnes en l'espace de 3 jours qui ont financé plus de 690 000 euros pour obtenir donc un prêt rémunéré, près de 7% de taux d'intérêt. Donc ils touchent des intérêts tous les mois avant d'être remboursés dans 5 ans de leur capital. Ok, mais les intérêts ils vont commencer à partir d'une certaine période, parce que là du coup actuellement il n'est pas opéré. Ils ont déjà commencé. Donc vous avez levé plus que nécessaire pour pouvoir financer les premiers intérêts, quoi. Voilà, après on a aussi nous mis un peu d'argent sur la table, et puis on avait un peu d'argent par ailleurs, donc le projet n'est pas effectivement encore opéré. Il va commencer à l'être dès septembre 2024 sur une partie du domaine, avant d'être totalement disponible pour la privatisation, même pour des mariages, dès juin 2025. Il sera disponible pour des séminaires de 35 personnes à compter de septembre, et des vraies réceptions du coup en juin 2025. Et avant ça, effectivement, il faut avoir un peu de trésorerie. Donc là, il y a un plan financier qui a été fait, tout un prévisionnel pour assurer le remboursement des intérêts avant même le démarrage de l'activité. Ouais. Il y a quoi d'autre comme parce que là, c'est quand même un projet immobilier, on va dire, atypique, qui te change un peu de ce que vous faites habituellement peut-être chez Bivouac. Il y a quoi d'autre comme projet immobilier qui te ferait kiffer ou que tu regardes qui est un peu différent de ce que vous avez peut-être l'habitude de faire? Moi, je pourrais acheter des studios, des T2 toute la journée. Je trouve ça passionnant, donc je pourrais continuer à en faire. Mais effectivement, dans des trucs qui font peut-être, qui sont un peu plus atypiques, comme tu dis. Le château, c'est fait, ce sera peut-être pas le dernier, mais là, on a déjà un peu de pain sur la planche pendant les. Il y a déjà quoi s'occuper pour les 10-15 bonnes prochaines années. Donc, on va s'atteler à ça d'abord. Mais si j'avais le temps et les moyens. Pourquoi pas lancer. Moi, j'adore la Grèce, tu vois. On en parlait juste avant. Je pense que lancer un projet de boutique hôtel en Grèce sur une île, que ce soit aussi dans les Cyclades ou ailleurs. Je suis tombé amoureux d'une île qui s'appelle Lesvos, non loin de la Turquie, où je pense qu'il y a des super trucs à faire. Et ça serait un projet immobilier qui te fait voyager, quoi. Un truc qui est exceptionnel, où tu as encore cette notion d'hospitalité. Je trouve ça hyper chouette. Moi, c'est vraiment un truc qui m'excite. Et puis, il y a la même chose, tu vois. Mais moi, je te l'ai dit, en démarrage, je suis un fan de montagne. Donc, un jour, bien sûr que j'espère acheter... mon rêve, c'est d'acheter une petite bergerie, un truc tout paumé à 3000 mètres d'altitude, très difficilement accessible. Pouvoir y aller tout seul l'hiver, soit en ski de rando, à pied. Ça serait un kiff de ouf, et je suis même sûr qu'il y a un super business model derrière à mettre en place, parce que je pense que les gens sont aussi en recherche de ce genre de trucs atypiques, quoi, pour pouvoir y passer des séjours un peu hors du temps. C'est clair, et voilà. Une déconnexion totale, into the wild. Et d'ailleurs, c'est un sport propice au trail. Il y a de plus en plus de gens qui font du trail aussi, donc ça peut être
De ouf. C'est intéressant. Et tu disais ça, c'est un grand rêve, ce projet qui te faisait kiffer, même vous avec Jérémy. Est-ce que qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Et est-ce que tu as des grands rêves vraiment que tu aimerais encore réaliser? Enfin, comment une question qu'en général, là on n'est pas encore à la fin, mais que je pose à la fin de ce podcast aussi, c'est un regret que tu aimerais ne pas avoir à la fin de ta vie, quand à la fin de ta carrière professionnelle, quand tu as 65 ou 70 ans. Voilà. C'est une très bonne question. Je pense que j'ai la chance de ne pas avoir beaucoup de regrets, mais je pense que malheureusement j'en aurai quand même à 65 ans, c'est inévitable. J'en ai un, c'est d'avoir arrêté les scouts trop tôt. Parce que D'avoir arrêté les scouts. Ouais. Ok. C'était une école de vie incroyable. Je recommande à tous ceux qui se posent la question d'essayer, ou pour leurs enfants. Parce que malheureusement je suis un peu trop vieux maintenant. Mais moi j'ai des rêves, j'en ai plein. C'est vraiment je pense ce qui m'anime au quotidien. J'ai eu le malheur de perdre mon cousin qui avait le même âge que moi quand j'avais du coup 25 ans. On avait du coup quasiment grandi ensemble. On fait beaucoup de montagnes ensemble, passé une bonne partie de nos vacances et fait les 400 coups, on va dire, quand on était gamin. Et on partageait beaucoup de passion. Et du coup, moi, ça a été je pense de cet événement un peu forcément très, très tragique. J'en ressors quand même avec cet apprentissage-là que ça peut s'arrêter à tout moment. Donc, il faut pas avoir de regrets, quoi. S'il y a un truc qui te fait kiffer, faut se donner les moyens. Et c'est pour ça qu'on est là, quoi. C'est nous, avec Jérémy, on s'est aussi retrouvés là-dessus en se disant on va pas travailler comme des ânes jusqu'à 60 ans avant de faire des projets qui nous kiffent. Moi, j'ai la chance déjà de kiffer tous les jours au quotidien sur Bivouac. Si les journées faisaient 36 heures, je les prendrais et je serais un peu plus au bureau, pas que, aussi un peu plus sur un vélo ou à courir comme toi. Je dis pourquoi pas, et puis profiter aussi des amis, de la famille, bien sûr. Mais ouais, je pense que des rêves, j'ai toujours eu la chance d'avoir des rêves, en fait. Je sais pas, j'en ai toujours fait, mais depuis, avec ces derniers événements et aussi la chance de monter des projets, de voir que tu peux en vivre, ça m'a donné encore plus l'énergie et l'envie de me lancer dedans, de m'y mettre à fond. Moi, avant mes 65 ans, je veux avoir mon hôtel en Grèce, faire un tour de Méditerranée en bateau, skier toutes les neiges du monde. On a les mêmes rêves. C'est des trucs qui me font vibrer, quoi. Moi, je suis bien quand je suis tu vois, en montagne, sur la mer, quand je monte des projets avec des gens que j'apprécie et bosser sur des sujets qui sont passionnants avec des gens que j'apprécie. Donc, avant 65 ans, j'aimerais bien aussi, tu vois, monter une entreprise avec une échelle internationale, avoir un jour peut-être un bureau à New York, ça me fait vibrer, tu vois. Il y a encore cette scène en tête. Toujours l'American Dream. Peut-être un peu, hein, ouais, tu vois, on y revient. Merde, il y a un truc. Pourtant, j'étais très content de revenir en France, qu'on a une culture ici incroyable, un cadre de vie qui est 100 fois mieux que là-bas. Moi, c'est mon avis personnel, tu vois. Mais ouais, j'ai vu un jour la série Suits. Je sais pas si tu l'as regardé. Sur des avocats à New York, là, et ceux qui la connaissent ils sauront de quoi je parle. T'as Harvey Spencer, qui est un des avocats famous de la série, qui a à un moment un bureau à New York avec une vue incroyable. Et ouais, ça, je me dis, putain, ça serait tellement un kiff d'arriver tous les jours au taf. Peut-être que je dois juste me prendre un bureau à Tour Montparnasse, en fait. Je pense que c'est juste ça. Mais la vue est encore plus belle, parce qu'on c'est sur Paris, la plus belle ville du monde. Mais c'est comment tu deals avec c'est marrant ce que tu dis, ouais, que en fait c'est vrai qu'en même temps c'est bien d'avoir des rêves, des projets, des envies et de tout faire pour les réaliser. C'est ce que je mets un peu en avant dans ce podcast. Mais comment par exemple là, le fait de vouloir aller jusqu'à New York, etc., il y a toujours une part un peu, pas d'ego mais de fierté, mais et aussi le fait de toujours vouloir ce qu'on n'a pas, quoi. Comment tu arbitres entre ok, je me satisfais de ce que j'ai déjà et et je veux plus, quoi. Je pense que c'est déjà réalisé que le bonheur est dans le chemin, tu vois. Je sais que c'est pas
quand je dis aller à New York, en fait, je me languis surtout de l'idée et j'ai hâte de vivre le chemin qui va me mener à ça, les rencontres que probablement je vais faire sur ce chemin-là, les difficultés aussi, tu vois, les galères qu'on va traverser, c'est sûr. Mais j'ai envie surtout plus de vivre l'aventure, en fait, de dire, le bureau à New York, ce sera peut-être l'image, la consécration, mais sûrement pas les souvenirs que je remporterai le plus. Mais je sais que c'est la direction pour vivre quelque chose qui me donne envie, qui est de construire une aventure, un collectif, une boîte qui ait une telle ampleur que on se dit on a un vrai impact sur une industrie, on est présent dans plusieurs pays, on a du coup fédéré plein de cultures différentes, plein de nationalités différentes. Ça serait et du coup je me dis sur un laps de temps court, quoi, tu vois, de mon vivant, donc ça serait hyper chouette, et ça m'excite, quoi. Ça m'excite, et je sais qu'à ce moment-là j'aurais d'autres rêves, quoi. Si un jour il m'est donné la chance de l'atteindre, j'aurais d'autres rêves, et en fait ce qui compte pour moi surtout, c'est je mesure vraiment la chance que j'ai, et peut-être le bonheur que je recherche est-ce que le lundi matin je me réveille et je suis content d'aller au taf, quoi. Ça c'est pour moi le vrai objectif à suivre, plutôt que suivre une image, un truc où je m'obstine, tu vois, et je prends pas du plaisir sur le chemin. Là c'est un bonheur de travailler sur un projet comme le château, c'est un bonheur de travailler sur Bivouac, une industrie, moi, l'immobilier, que je pourrais faire que ça à longueur de journée, donc mais par contre je vendrais pas des couches, quoi. Ça m'excite pas. Et si on me proposait, tu vois, pour boucler, du coup, d'aller à New York en étant vendeur de couches, je dirais non, quoi, tu vois. Je préfère pas aller à New York, mais faire un métier qui me donne l'envie de me lever tous les matins avec la banane, tu vois, plutôt que de vendre des couches pour absolument aller avoir mon bureau avec une super vue à New York. Ça, non, je préfère l'aventure. Et est-ce qu'il y a des fois des lundis matins, justement, où malgré tout tu te réveilles et t'as pas trop la motivation, t'as un peu la flemme, etc. Et si oui, comment tu fais pour dealer avec ça, quoi? Ouais, forcément, on n'est pas celui qui te dit qu'il a jamais de lundi matin comme ça, c'est un menteur, quoi. Je veux dire, ça arrive à tout le monde d'avoir des périodes de down, tu perds du sens dans ce que tu fais, tu t'es un peu perdu, quoi, tu vois. Mais moi je dirais que j'ai le sentiment que ça m'est pas trop arrivé non plus. Je pense que en fait la dernière fois que ça m'est arrivé, je sais très bien pourquoi, et tu vois, je trouvais que j'avais un peu perdu de sens dans Bivouac, sur ce que je faisais, mes responsabilités. Je l'ai pas réalisé tout de suite, en fait, tu vois, et il a fallu plusieurs lundis matins, comme tu dis, avec pas la banane, où je me suis dit du coup faut changer quelque chose, quoi. Donc j'ai pris un coach, on a travaillé ensemble, on s'est rendu compte... coach pro ou un coach perso, enfin plutôt coach mentor professionnel, ou plutôt life coach? Je pense que c'était avant tout un coach pro, mais in fine la limite elle est tellement fine, quoi. Ok. Je crois que c'était Théo Lyon dans un de ses podcasts, Road to 10 Million, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui parlait de ça bien, qui disait je pense qu'en fait scaler son business quelque part, c'est aussi c'est indissociable de scaler ta propre personne, quoi. Scaler, désolé pour cet anglicisme horrible. On mettra un petit astérisque. Non, mais c'est grandir. Si tu grandis dans ton business à mesure que tu grandis aussi toi-même, quoi. Et donc moi je pense qu'en fait les blocages que j'ai eus dans mon métier, ils sont aussi hyper liés à des blocages psychologiques, des trucs que j'avais personnellement, tu vois, et donc je saurais pas mettre vraiment la limite entre coach pro et perso. Je sais qu'on a commencé par parler de sujets de la vie pro, et donc du coup c'est pour ça que je dirais c'est quand même plutôt un coach pro que j'ai pris à cette occasion-là. Ouais, ok. Mais d'ailleurs il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont suivis par des coachs ou même des psychologues. C'est pas un gros mot de dire ça pour
pour les soutenir, pour les orienter, pour les mentorer, pour les... Demain, je remonte une boîte. La première chose que je fais, c'est je sélectionne mon coach, mon board, des gens qui vont m'entourer. Et c'est vraiment la première chose que je fais. Mon psy, pourquoi pas. Ouais, C'est vraiment, je pense, la clé, s'entourer, d'avoir des gens qui te font des feedbacks, qui t'aident quoi, à y voir clair. C'est clairement le premier truc à faire pour moi, quoi. c'est comme quand tu fais du sport à haut niveau ou même pas, tu choisis ton coach qui va te coacher, de même ouf. un kinésithérapeute pour te guérir, etc. quoi. C'est clair, c'est clair. Tous les grands sportifs, les grands tennisman ont tous un coach, même si tu as l'impression que personne va pouvoir apprendre à jouer au tennis à Rafael Nadal, quoi. Bah ouais. Ouais, et justement, tu parlais d'équilibre pro-perso. Comment tu gères ça? Comment tu t'organises un peu? Est-ce que tu as un agenda type? Voilà. Ouais, je pense que c'est hyper important. Déjà, c'est un sujet, peut-être qu'on n'en parle pas assez. Mais moi, par rapport à ça, j'ai eu je pense assez vite la chance de j'ai pas trop de problème avec couper, tu vois. Le soir, je rentre chez moi, 20h30, 21h. J'ai aucune notif, aucun mail, je coupe vraiment, quoi. Quand je suis en week-end, pareil. Euh, je- Bon, ça m'arrive même de, tu vois, partir en week-end ski de rando, 2 jours. Ça, c'est mes week-ends préférés de l'année. 2 jours sans réseau, et là, tu recharges vraiment les batteries comme jamais, quoi. Et je pense c'est même nécessaire, en fait. Je pense que c'est nécessaire. Entreprendre, c'est bien souvent, t'es empris de passion pour ton projet. Tu te réveilles la nuit en y pensant, tu vois, ça peut t'arriver. Moi, je sais que je réfléchis tout le temps, quoi. Je sors de ma douche, j'ai une idée, je l'implémente dans la journée, ou je vais courir. Ça m'arrive d'avoir des moments où tu penses à des trucs. Donc c'est aussi important, je pense, de mettre sur pause, quoi, parce que sinon, toi qui as couru un peu des longues distances, tu sais ce que c'est. Il faut ménager sa monture, c'est pour s'entraîner, tu vois, à parcourir tu peux pas être en sprint sur 42 km, quoi. Il faut que tu te sois entraîné avant, et que voilà, faut adapter faut que ton corps, tu saches lui infliger des épreuves pour qu'il progresse, mais aussi des moments de repos où tu prends du recul, quoi. Et donc moi, je pense que j'ai pas de routine particulière, mais j'essaie de faire du sport tous les 2 jours, et le J'aurais week-end. dit, je pensais que tu t'en faisais plus. J'avais l'impression que tu J'aimerais, ta montre j'aimerais. Garmin, ski de rando, etc. Non, mais malheureusement, non. J'aimerais y aller tous les jours, mais j'y arrive pas. Putain, les agendas sont trop bookés. Ok. Et est-ce que tu lis beaucoup? Est-ce qu'il y a un livre qui t'a beaucoup impacté dans ta vie? Bah, je lis pas assez, vraiment pas assez. Ça, c'est un de mes regrets, mais j'ai encore la main dessus, donc je vais pouvoir les corriger. Tu lises mon livre. Eh ben, exactement, déjà. On va commencer par celui-là, mais j'ai encore 15 livres qui m'attendent là à côté de ma table de nuit, parce que on me recommande sans arrêt des bons bouquins, je les achète, mais je prends pas le temps de les lire. Je suis dans Sapiens en ce moment, et j'ai commencé il y a 3 mois déjà, toujours pas terminé. Super livre d'ailleurs. Incroyable, franchement, je recommande à tout le monde. Et non, un livre qui m'a particulièrement marqué. Bon, il y en a plein, mais j'y pense quand même à un. C'est aussi un livre je pense, qui m'a donné envie d'entreprendre. On parlait de modèle, tu vois. Ouais. Je pense que il y a peu de gens qui créent un truc out of nowhere. Finalement, tu t'es toujours inspiré d'une manière ou d'une autre de choses qui se passent autour de toi. Et moi, j'aurais pas entrepris si on m'avait pas montré que c'était possible. C'est en arrivant au MIT à Boston, où je m'installe dans ma coloc, et sous mon livre, je découvre qu'il y a la biographie de Steve Jobs et Isaac Watson, Ouais. oubliée par le précédent colocataire, quoi. Et en fait, ça devient le premier bouquin que je lis là-bas. Et t'aimes ou t'aimes pas Steve Jobs, t'aimes ou pas Apple, enfin voilà. Mais j'ai découvert le personnage vraiment à ce moment-là. Découvert sa philosophie, découvert ses idées, son mode de vie, son mode d'entrepreneuriat. Encore une fois, t'aimes ou t'aimes pas, moi j'ai été frappé surtout par la passion, quoi. La passion qu'il semble avoir mis dans ce truc-là, tu vois.
qui a fait d'Apple un temps la première capitalisation boursière, tu vois. Et au-delà de ça, un truc qui a changé nos vies, quoi. Enfin, on a tous maintenant un iPhone dans les mains, et si c'est pas un iPhone, c'est un truc qui s'en est inspiré, quoi. Donc c'est dingue. Ouais, ce livre m'a vraiment marqué parce que ça, encore une fois, ça donne un exemple, une inspiration, une figure, moi qui m'a parlé, quoi. Pour reboucler sur l'immobilier, est-ce que tu penses que c'est possible d'innover autant que ce qu'a fait Steve Jobs dans l'immobilier? Parce que dans l'immobilier, c'est très peu disrupté encore à l'heure actuelle. Avec l'intelligence artificielle, il y a des petits projets qui commencent, etc. Mais est-ce que tu as des grandes innovations que tu penses qui pourraient arriver dans l'immobilier? Je pense que malheureusement non. J'aimerais bien. J'aimerais bien être celui qui l'a découvert, mais ou alors peut-être que je te dis non parce que je l'ai pas. J'ai pas l'idée. J'ai pas l'idée de la prochaine grande innovation. Peut-être qu'elle est très conservateur. Elle est là. Elle est là sous nos pieds, à côté, mais on l'a pas en tête encore. Mais non, je pense que les raisons potentielles qui feront que l'immobilier ne sera pas un secteur tant disrupté comme l'a été les télécommunications, le digital, parce qu'il y a eu une telle progression technologique, tu vois, sur les télécoms, sur les puces informatiques qui nous ont permis d'avoir des mini-ordinateurs embarqués dans nos poches maintenant, tu vois, que dans le secteur de la construction, de la rénovation, de la transaction immobilière, etc. Il n'y a pas d'innovation. Je vois pas en tout cas encore d'innovation fulgurante qui permettrait de chambouler un marché. Ça pourrait être des innovations réglementaires, tu vois. Et toi, tu t'es bien placé. On parle de tokenisation de plus en plus, etc. Ouais. Dans l'immobilier. Mais le problème du réglementaire, c'est que c'est pas toi qui as la main dessus, quoi. Et tu peux un jour ça peut s'ouvrir comme ne jamais venir, alors que à l'époque tu mettais en Silicon Valley des centaines et centaines d'ingénieurs, et petit à petit on a réussi à construire un truc qui nous a fait vraiment évoluer en tant que même société, quoi. Et là dans l'immobilier je vois pas là tout de suite de grandes révolutions, parce qu'encore une fois il n'y a pas de technologie que j'ai identifiée en tout cas, ou de potentielles révolutions sur des autres axes qui puissent vraiment chambouler un marché de fond en comble. Après, de nombreuses disruptions technologiques sont aussi réglementaires, comme Uber, où il y a eu d'énormes lobbies d'enjeux réglementaires, etc., ou plein d'autres comme ça. Ouais, même Airbnb, finalement, c'était quand même c'est assez lié à l'immobilier aussi. Mais... De ouf. Non, cette innovation, elle est sur plusieurs plans, quoi. Technologique, parce que c'était la première fois avec Uber que tu pouvais réserver un taxi via une app, mais aussi réglementaire, parce qu'ils ont carrément amené un nouveau statut de travailleur et changé tout un monde, et la façon même dont tu as un job, quoi. Un sujet un peu plus léger, c'était à la fin du dernier podcast, j'ai demandé à mon dernier invité de te poser une question. Enfin, il savait pas que ça serait toi, mais il pose une question au prochain invité. Et là, il demandait à quelqu'un de se mouiller sur... Donc, c'était Adrien Toiti. Il demandait est-ce que tu penses que le PSG va gagner la Ligue des Champions cette année? Oui. Oui, tu te mouilles, ok. Oui. Je sais pas pourquoi, là on est à quelques jours après la victoire au match retour contre le FC Barcelone, et je sais pas, je le sens bien là. Normalement, cet épisode sera posté juste avant le 7 mai, je crois. Donc avant le match. T'es fan du PSG? Bah, étant parisien, je suis pas un énorme fan de foot, mais bon, parisien, oui quand même. Et toi? Personne n'est parfait, Adrien, tu sais. Mais, je t'en veux pas trop. Non, Avranches, ils étaient allés loin, je crois. Avranches, magnifique ville dont je suis originaire, comme Adrien. Donc, Avranches, ouais, super loin, Coupe de France, magnifique, ouais. Magnifique. Mais moi, je suis lyonnais. Et d'ailleurs, dimanche soir, je suis au parc parce qu'il y a PSG-OL, donc nos deux clubs qui vont s'affronter. Ça va être, nice. Ça va être sympa. Ok. Top, je pense qu'on a fait déjà un bon tour de ce que je voulais aborder. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu as un message que tu as envie de transmettre, un thème qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais partager avec ceux qui nous écoutent. Non, je crois que on pourrait parler de plein de choses, hein, de comment jardiner 12 hectares, comment rénover
des plafonds, des combles de 400 mètres carrés, mais il y aurait beaucoup à dire, mais ça durerait un peu trop longtemps. Non, écoute, j'espère que ça aura intéressé ton audience. J'étais ravi d'enregistrer ce podcast dans ce lieu aussi bucolique. Bah ouais, non mais ça franchement ça correspond parfaitement avec la vision un peu de ce podcast qui est pas seulement de l'immobilier mais aussi le côté développement personnel, réaliser ses rêves, financer ses rêves grâce à l'immobilier. Donc là on est en plein dedans et c'est un beau rêve en connexion avec la nature, etc. Donc c'est top, beau projet. Tu reviendras ? J'attends que tu m'invites. La prochaine fois il faudra qu'il y ait une petite soirée bien DJ. sûr. Voilà, c'est à ceux qui nous écoutent, qui ont des amis DJ qui ont envie de se produire au domaine de Fontenay dans la Sarthe. Commentez l'épisode, on viendra vous chercher. Parfait, je dormirai dans une petite cabane au bord de la rivière. Voilà, exactement. Top. Bon, merci beaucoup pour ton temps, ton merci partage. Merci à toi, Adrien. Et à très 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 bientôt. Le meilleur pour Bivouac. À la prochaine, meilleur pour toi aussi. Ouais, ciao. Très rapidement, merci beaucoup pour votre engouement. N'hésitez pas à vous abonner. D'après les statistiques sur YouTube Analytics, vous êtes nombreux à regarder les épisodes sans être abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça permet d'inviter encore plus de monde, de grossir le show. Aventuriers de la vie, c'est le podcast qui part à la rencontre de ceux qui réalisent leurs rêves, prennent des risques et vivent différemment. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme de votre écoute. Et n'hésitez pas à partager l'épisode auprès de votre entourage. C'était Adrien Hardy, auteur du livre Financer ses rêves. À très bientôt et un grand merci. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure.